Personne ne s'attendait à voir Solomon Drayton, debout, silencieux, au fond de l'auditorium ce matin-là. Il était arrivé avant la plupart des gens, seul, dans son Dodge Charger couvert de poussière, une voiture qui avait perdu son éclat depuis longtemps, mais qui portait encore le poids des souvenirs dans ses sièges en cuir vieilli. Le parking derrière le centre communautaire d'Oakbridge était calme, ombragé par des arbres fatigués et des lignes jaunes presque effacées. Solomon resta quelques minutes à l'intérieur de la voiture, avant d'ouvrir la portière et de sortir, ajustant soigneusement son uniforme des Marines. Ce n'était pas de la fierté qui redressait sa posture. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose d'enraciné. Il n'avait pas dit à Tyran qu'il viendrait. Non pas qu'il pensait que son fils ne voulait pas de lui à ses côtés, mais parce que certains moments, croyait-il, devaient être observés en silence, de loin. L'événement de ce matin n'était ni une remise de diplôme, ni une cérémonie militaire, ni une remise de médaille. C'était quelque chose de plus simple. Un hommage aux leaders étudiants de l'école, organisé dans une ville qui célébrait rarement des garçons comme Tyran. Mais cette année-là avait été différente. Tyran s'était levé lorsqu'un professeur avait utilisé un ton méprisant envers un autre élève. Tyran avait organisé une collecte de fonds pour aider un camarade de classe qui avait tout perdu dans un incendie. Tyran avait pris les devants, et le monde l'avait remarqué. Solomon entra par le côté, sans attirer l'attention, avec la démarche calme de quelqu'un qui savait exactement où poser les pieds. Il n'y avait pas de projecteur pour lui, et il n'en voulait pas non plus. Un volontaire le salua d'un sourire automatique, lui tendit le programme imprimé et indiqua les chaises au fond. Solomon remercia d'un signe de tête et se dirigea vers un siège discret, d'où il pouvait tout voir sans être vu. La cérémonie commença ponctuellement à 9 heures. La directrice, une femme petite aux cheveux gris, attachés en un chignon serré, prit la parole au micro pour souhaiter la bienvenue. Parents, professeurs et élèves applaudirent, mais Solomon resta immobile, les mains posées sur les genoux, le menton légèrement incliné vers l'avant, observant. Sur la scène, des drapeaux et des fleurs tentèrent d'apporter de la couleur à un auditorium marqué par l'usure. Mais pour lui, chaque détail avait de la valeur. L'écho du micro, le grincement des chaises, le clic des appareils photo des téléphones. C'était le monde en mouvement, en temps réel, et il était présent, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tyran était assis au 2e rang, avec les autres nominés. Il portait un costume simple, les cheveux bien coiffés, le regard attentif. Solomon le reconnut immédiatement, même parmi des dizaines d'autres. La manière dont il tenait le papier dans ses mains, dont il balançait discrètement le pied. C'était sa mère en lui, la même sérénité, la même obstination douce. Solomon sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, un mélange de nostalgie et de devoir accompli. Mais la paix ne dura pas longtemps. 2 hommes en uniforme s'approchèrent de l'entrée latérale. Ce n'étaient pas des policiers. Les chemises noires avec le logo Branford Security Solutions les trahissaient. Des ceintures larges avec des radios, des lampes torches et des gestes répétés. Ils semblaient déplacés dans cet environnement. L'un d'eux pointa discrètement dans la direction de Solomon. L'autre acquiesça et commença à marcher entre les chaises, d'un pas assuré. Solomon comprit immédiatement. Son corps ne bougea pas, mais son instinct s'éveilla. Le plus petit des deux s'approcha, se pencha légèrement et parla à voix basse. « Monsieur, nous devons vous demander de nous suivre. » Solomon leva les yeux, sans se presser. « Y a-t-il un problème ?» Sa voix était calme, mais portait une fermeté qui transperçait. L'autre agent de sécurité, plus grand et mince, répondit avec un demi-sourire. « Cet espace à l'avant est réservé, pour les familles uniquement. Nous avons des sièges supplémentaires au fond. » Solomon sortit alors de sa poche intérieure un billet imprimé, le même qu'il avait reçu par courrier, avec son nom, la date et l'indication du siège. « Je suis à ma place. C'est celle qui m'a été assignée. » Le plus petit ne jeta même pas un œil au papier. « Nous avons reçu l'ordre de libérer cette rangée. Ce n'est pas personnel, monsieur. »« Bien sûr que non, » dit Solomon, mais ces mots portaient plus qu'ils n'en avaient l'air. Quelques têtes autour commencèrent à se tourner discrètement. Une femme plus âgée, portant une robe à fleurs, fronça les sourcils et murmura quelque chose à son mari. Un garçon dans la rangée de devant tourna son téléphone vers le couloir. Solomon resta assis, les mains toujours sur les genoux. « Il vaudrait mieux éviter de créer un malaise, monsieur, » dit le grand, avec moins de patience désormais.
Vous pouvez vous asseoir au fond et regarder normalement. Je regarderai d'ici, répondit Solomon. J'ai conduit près de 7 heures pour être ici. Je ne suis pas venu pour causer quoi que ce soit, juste pour voir mon fils recevoir une reconnaissance. L'atmosphère autour d'eux changea. La manière dont le grand se mit à mâcher son chewing-gum plus bruyamment, la façon dont l'autre appuya sur le bouton de la radio à sa ceinture. Mais Solomon ne se laissa pas intimider, pas parce qu'il voulait prouver quelque chose, mais parce qu'il savait au fond que parfois, c'est dans le silence qu'on gagne la guerre. C'est alors que la première silhouette se leva, discrètement, presque imperceptible. Un homme noir, grand, avec une barbe naissante, assis 3 rangées derrière. Il croisa simplement les bras, puis 2 autres, et un autre encore, dans un coin opposé. Aucun ne prononça un mot, aucun ne s'approcha, mais l'ambiance dans la salle changea définitivement. Solomon ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait qui ils étaient. Creed Marston fut le premier à bouger. Sa voix, ferme et basse, fit vibrer l'air. « Y a-t-il une raison pour que cet homme soit déplacé ?» Les 2 agents de sécurité se tournèrent, surpris. « Cela ne vous concerne pas, » répondit le plus petit. « Ça me concerne maintenant, » dit Creed, faisant un pas en avant. « Parce que cet homme m'a sorti d'un blindé en flammes, alors que les balles sifflèrent dans le ciel. Et je jure que si quelqu'un essaie de le faire sortir de cette chaise, il devra répondre de moi. » D'autres personnes commencèrent à remarquer. Quelques téléphones se levèrent. Une assistante de la directrice quitta le côté de la scène et courut vers les agents. Elle murmura quelque chose. Rapidement, inquiète. Les 2 hommes hésitèrent. Garvin, selon son badge, sembla irrité. « Ce n'est pas à cause de l'uniforme, » marmonna-t-il. « Mais il se croit meilleur que les autres. » Ce fut la dernière chose qu'il dit, car lorsque le 6e homme se leva, le dernier des SEALs, et croisa les bras, la salle n'était plus un simple auditorium scolaire. C'était un champ d'honneur. Solomon resta assis, immobile, ferme. Le silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. L'ordre de faire reculer les agents ne vint pas d'une autorité formelle. Il vint de l'atmosphère, du poids de cet instant, du regard de Creed, de la posture des autres hommes qui, sans prononcer un mot, avaient redéfini la scène par leur simple présence. Ils n'étaient pas une menace. Ils étaient le souvenir vivant que certaines présences ne se déconstruisent pas avec des ordres précipités. La sous-directrice, une femme blonde au regard perçant, intervint finalement avec fermeté. Elle posa la main sur l'épaule de Garvin et dit, d'un ton bas mais définitif, « Ils ont raison. Cet homme a l'autorisation et le respect. » Le plus grand, Mallet, déglutit péniblement. Garvin hésita quelques secondes, ses yeux balayant la salle, les téléphones, les visages, l'attention. Il comprit, bien que trop tard, qu'il avait franchi une ligne, et que cette ligne ne serait pas effacée par une demande protocolaire. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Il recula. Il ne dit plus rien. Il marcha lentement, avec Mallet, vers le fond de l'auditorium. Les chaises recommencèrent à grincer. Les murmures s'estompèrent. L'attention revint sur la scène, mais l'air avait changé pour toujours. Solomon resta assis, le regard fixé devant lui, comme si rien ne s'était passé. Mais Tiran, sur la scène, avait tout vu. Depuis sa chaise parmi les nominés, il avait suivi chaque étape de la scène. Il avait vu les agents s'approcher. Il avait senti son cœur s'accélérer. Il avait voulu se lever, courir jusqu'à eux et dire, crier s'il le fallait, que c'était son père, et que personne ne le déplacerait de cet endroit. Mais il n'en eut pas besoin. D'autres hommes s'étaient levés pour lui. Et à cet instant, quelque chose se brisa et se forma en Tiran en même temps. Une blessure et une cicatrice instantanée. Une marque invisible d'honneur qu'il ne savait pas encore nommer, mais qu'il ressentait. Son nom fut appelé quelques minutes plus tard. La directrice, encore un peu tremblante, annonça d'un ton cérémonieux « Tyran Drayton », prix du leadership et de l'initiative communautaire. Il y eut des applaudissements. Mais pas les mêmes qu'auparavant. Ces applaudissements avaient un rythme, une intensité contenue. Les SEALs restèrent debout. Des applaudissements fermes, mesurés. Une révérence silencieuse aux legs qui reposait sur cette chaise de la 3e rangée. Tiran monta sur la scène. Des pas lents, maîtrisés. Il ne regarda pas sur les côtés, seulement devant lui. Il reçut le certificat, serra la main de la directrice et se tourna. Et alors,
Ses yeux croisèrent ceux de Solomon. Pas de signe de la main, pas de large sourire. Juste un regard qui disait tout. « J'ai vu » et la réponse muette. « Je sais que tu as vu ». Le reste de la cérémonie se déroula avec une étrange forme de révérence. Chaque nom appelé après Tiran portait l'écho de quelque chose de plus profond qu'une reconnaissance scolaire. Les professeurs poursuivirent la remise des certificats. Les applaudissements continuèrent. Mais le souvenir de la scène précédente s'était gravé dans la peau de tous les présents. Dehors, après la fin de la cérémonie, la cour du centre communautaire se remplit de familles. Ballons, photos, cris, éclats de rire. Mais près de la clôture latérale, Tiran s'éloigna. Il avait besoin de respirer. Il avait besoin de cet instant rien qu'à lui. C'est alors que Solomon s'approcha, pas lent, main dans les poches, l'uniforme toujours impeccable. « Tu as été incroyable là-dedans », dit Solomon sans détour. Tiran fixa son père, les yeux embués. « J'ai failli me lever. »« J'allais parler, faire un scandale. Ils avaient tort, papa. Complètement tort. » Solomon acquiesça. « Je sais. Alors pourquoi tu n'as rien fait ?» Le vétéran leva les yeux, doux mais dense. « Parce que je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin de se presser. Elle attend le bon moment pour parler. Et parfois, elle parle avec le silence. » Tiran inspira profondément. « Mais ils t'ont manqué de respect. Devant tout le monde. »« Oui, » répondit-il. « Et tout le monde a vu. » Et tout le monde a aussi vu ce qui a suivi. Pas avec de la colère, avec de la présence, avec de la mémoire, avec de l'histoire. Ces hommes, il pointa discrètement le groupe réuni plus loin, savent qui je suis et ce que je porte. Ça suffit. Tiran observa les hommes. Certains riaient d'une remarque de Javier. D'autres se contentaient de croiser les bras et d'observer les environs. Ce n'étaient pas des figures ordinaires. Ils n'étaient pas là pour faire une scène, juste pour être là. « Ce sont ceux de ton équipe ?» demanda Tiran. « Ce sont des frères d'armes » répondit Solomon. « Certains, sauvés par quelques minutes, d'autres, par des décisions, tous, marqués par les mêmes sables et les mêmes silences. Et aucun n'a hésité aujourd'hui, parce que celui qui connaît la valeur d'un homme ne permet jamais que cette valeur soit ignorée. » Tiran baissa alors la tête. Ses yeux brillèrent. « Je veux être comme toi, papa. » Solomon sourit avec la subtilité de celui qui avait entendu bien des promesses, mais qui chérissait celle-ci. « Alors, sois-le. Mais à ta manière. Être comme moi, ce n'est pas répéter ce que j'ai vécu. C'est porter avec fermeté ce qui te rend entier. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture, le vieux Dodge, avec son odeur mêlant cuir ancien et essence. Tiran ouvrit la portière côté passager, mais hésita avant d'entrer. « Maman, elle serait fière, n'est-ce pas ?» Solomon leva les yeux vers le ciel dégagé, puis les reposa sur son fils. Elle n'aurait pas arrêté de pleurer et de rire en même temps. Elle m'aurait disputé pour ne pas avoir nettoyé mes chaussures avant d'entrer. Et elle t'aurait serré dans ses bras jusqu'à ce que tes os craquent. Oui, fiston, elle serait plus fière que quiconque ici. Ils montèrent dans la voiture. Le bruit du moteur qui démarrait était presque nostalgique. Les cils firent un signe discret lorsque la voiture passa. Creed inclina la tête. Solomon répondit d'un simple regard. Sur la route, avec le son des pneus glissant sur l'asphalte, Tiran brisa le silence une fois de plus. « Qu'est-ce qui fait qu'on mérite ce genre de loyauté, papa ?» Solomon ne répondit pas immédiatement. Il laissa la voiture rouler encore quelques secondes. Puis il dit « Ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas le grade. C'est qui tu es quand personne ne regarde. C'est comment tu protèges ceux qui marchent à tes côtés, même quand personne ne voit. Et c'est comment tu réagis quand le monde essaie de te repousser au fond de la salle. Si tu restes, si tu te lèves, ou si tu te tais, mais avec dignité. » Tiran resta silencieux. Mais à l'intérieur, quelque chose s'alluma. Plus tard, chez lui, Tiran entra dans sa chambre, sortit le certificat de son dossier et le posa sur la table. Puis il se dirigea vers l'étagère, tira une vieille boîte qu'il avait toujours vue là, mais qu'il n'avait jamais ouverte. À l'intérieur, des photos, des médailles, des lettres. Et au fond, un portrait jauni, sa mère le tenant dans ses bras, bébé, avec Solomon à ses côtés, en uniforme. Il saisit la photo, respira profondément et comprit. Cet honneur, ce silence, cet instant dans l'auditorium,
Ce n'était pas une question de protestation. C'était une question de legs. De savoir qui tu es, même quand on essaye de te dire le contraire. De rester,